un vétéran décoré de l'armée a dit la vérité lors d'une réunion du conseil scolaire. Quelques jours plus tard, il a été traîné devant le tribunal, accusé d'incitation à la violence, dépouillé de son honneur et sommé de s'excuser sous peine de tout perdre. Mais, et si ces paroles n'étaient pas dangereuses, mais simplement gênantes pour ceux qui sont au pouvoir? Si cette histoire vous touche, appuyez sur « J'aime », partagez-la avec quelqu'un qui croit encore en la vérité et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, commençons. La salle d'audience était pleine, pas seulement remplie, mais serrée, comme une chambre qui contenait trop de pression depuis trop longtemps. Des journalistes se tenaient contre le mur du fond, les lumières des caméras tamisées mais prêtes. Des vétérans étaient assis, raides et silencieux, leurs vestes couvertes de rubans, leurs chapeaux repliés respectueusement sur leurs genoux. Quelques adolescents étaient affalés dans leurs sièges, certains en colère, d'autres confus. Des manifestants entouraient les marches du tribunal à l'extérieur, certains agitant des drapeaux, d'autres des pancartes. À l'intérieur, la tension était si épaisse qu'on aurait pu la goûter. Ce n'était pas un simple procès, c'était le procès. Et à la table de la défense, assis dans une simple chemise grise sans médaille, sans uniforme, se trouvait le sergent-chef Mason Ryland, âgé de 41 ans, un vétéran de 3 tournées, récipiendaire de l'étoile d'argent, un homme qui avait un jour sauvé 2 hommes d'un convoi en flammes sous le feu ennemi. Aujourd'hui, il était jugé pour un discours, non pas pour ce qu'il avait fait à l'étranger, mais pour ce qu'il avait dit lors d'une réunion du conseil scolaire à Rockwood, Missouri. La réunion portait sur la révision des traditions patriotiques, remplaçant le serment d'allégeance par des rituels plus inclusifs. Selon la proposition du conseil, Ryland avait parlé calmement et fermement pendant un peu moins de 4 minutes. L'enregistrement complet montrait un homme qui parlait d'unité, de sacrifice et de souvenirs de ceux qui avaient servi. Mais le clip viral, celui qui a fait la une des journaux, ne durait que 14 secondes. Si le drapeau américain vous offense plus que les ennemis étrangers, alors vous avez oublié sur quel sol vous vous trouvez. Ce clip, privé de son contexte, a enflammé la situation. 3 jours plus tard, un groupe d'étudiants du secondaire, aucun d'entre eux n'ayant assisté à la réunion du conseil, a brûlé des drapeaux étrangers devant leur école et agressé 2 camarades lors d'une dispute à la cantine. L'histoire a explosé sur les médias nationaux. D'un côté, l'indignation face à une violence juvénile alimentée par la haine, de l'autre, des affirmations selon lesquelles la liberté d'expression était utilisée comme bouc émissaire. Et au milieu se trouvait Ryland. Il n'avait pas encouragé la violence, il n'avait même pas haussé la voix, mais maintenant, il se trouvait face à un procès civil et à une possible enquête criminelle, accusé d'utiliser la parole publique d'une manière qui encourageait la division sociale et incitait à la violence parmi les mineurs. Une accusation sérieuse qui pouvait lui faire perdre ses avantages militaires, voire l'envoyer en prison. Présidant le procès, la juge Serena Rowe, connue dans le Missouri pour sa maîtrise précise de la loi et sa réputation de neutralité inébranlable, était une figure respectée. Elle avait présidé une affaire impliquant un sénateur d'État et n'avait jamais scié sur le banc. Certains la qualifiaient de froide, d'autres de juste. Mais aujourd'hui, elle avait l'air perturbée, pas nerveuse, jamais cela, mais vigilante. Elle scrutait la salle lentement, s'attardant juste un instant de plus sur Ryland avant de retourner à ses notes. L'atmosphère vibrait d'une attention plus ancienne que l'affaire elle-même. Ce n'était pas seulement une question d'hommes, de drapeaux ou de vidéos. C'était une question plus profonde. Qui décide ce qui est trop dangereux à dire tout haut? Il avait un jour affronté le feu ennemi. Aujourd'hui, il se tenait dans la ligne de mire de l'opinion publique. Et les balles étaient des gros titres, des citations déformées et des demi-vérités. Il n'avait que bien sûr pas joué l'enregistrement complet. Bien sûr que non. Au lieu de cela, sur toutes les chaînes et plateformes, il diffusait en boucle ces 14 secondes. Si le drapeau américain vous offense plus que les ennemis étrangers,
Vous avez oublié sur quel sol vous vous tenez. Aucune mention de ce qui est venu avant. Pas de contexte, pas d'explication. Pas cette partie où Ryland parlait de son meilleur ami tué en Afghanistan, qui portait un petit drapeau replié dans sa poche de poitrine. Pas cette partie où il expliquait que le véritable patriotisme n'est pas le silence ni l'obéissance, mais le sacrifice. Pas cette partie où il avertissait doucement que l'oubli du prix de la liberté pourrait être plus dangereux que n'importe quelle offense. Ces mots-là n'ont pas fait le buzz, seulement la chute de la phrase. Quelque part entre l'honnêteté et l'indignation, ils ont coupé la phrase et déformé l'homme. Une semaine après cette réunion, un groupe d'étudiants du lycée Jefferson a mis le feu à des drapeaux étrangers devant le gymnase de l'école. L'un d'eux a même incendié le projet de présentation d'un camarade, déclenchant une panique et une brève bagarre dans le couloir. Les victimes étaient des élèves de couleur. Les agresseurs ont affirmé qu'ils protégeaient les valeurs américaines. Les médias, désespérés de trouver un récit, ont attribué à la citation de Ryland l'étincelle du déclenchement. C'est pourquoi il se trouvait ici maintenant, non pas parce qu'il avait incité quelqu'un à brûler des drapeaux, mais parce que quelqu'un d'autre l'avait fait, et qu'on avait blâmé ses paroles pour avoir allumé l'allumette. La salle d'audience observait en silence, alors que le clip viral était diffusé à nouveau. Le son était coupé, tronqué à ses deux extrémités. Les reporters prenaient des notes, l'un d'eux s'inclinant légèrement pour capter le visage de Ryland. Il ne broncha pas. Puis une voix, ferme mais mesurée. Émilie Tran, enseignante dans les écoles publiques, 21 ans dans le district, se leva lentement depuis la galerie. J'étais à cette réunion, 2 rangées derrière le sergent Ryland. J'ai enregistré toute la session sur mon téléphone, pas seulement le clip qu'ils utilisent. Il n'a pas haussé la voix, il n'a attaqué personne. Il a parlé du service, du souvenir de ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison. Elle hésita. J'ai envoyé le clip complet à 2 stations locales, et aucune d'elles ne m'a jamais rappelé. Le juge Rowe fit un lent signe de tête, indéchiffrable. Puis une autre voix, douce et incertaine. Carlos Whitmore, 17 ans, élève en terminale au lycée Jefferson, se leva maladroitement près de l'arrière. J'étais là aussi. Je suis venu pour des crédits supplémentaires. Je n'ai pas compris la plupart des discussions sur la politique, mais je me souviens de ce qu'il a dit. Il n'a dit à personne de se battre. Il a dit que la liberté signifiait respecter ceux qui nous l'ont donnée. C'est tout. Quelqu'un à la table de presse tout sauta, sceptique. Le juge Rowe tapota son marteau une fois. L'ordre fut rétabli, mais à peine. Ryland resta immobile, pas honteux, mais peut-être en deuil, pas seulement pour ce qui avait été dit, mais pour ce qui avait été perdu dans la traduction. La vérité n'est jamais trop longue, à moins que quelqu'un n'ait besoin qu'elle soit assez courte pour tenir dans un titre. La salle d'audience fut suspendue, mais à l'extérieur, sous les projecteurs publics, une autre forme de pression commença à se faire sentir. Dans une pièce adjacente, Ryland était assis en face de 2 personnes, son avocat, Jordan Seal, et une femme avec un badge gouvernemental, ni juge, ni journaliste, juste un pouvoir en tailleur. Elle ne perdit pas de temps. Il fait une excuse publique, reconnaît que sa déclaration a pu prêter à confusion, et cela se termine discrètement. Jordan resta calme. Et s'il ne le fait pas, le procès civil avance, l'enquête criminelle est ouverte, la révision des avantages de retraite commence. Cela pourrait devenir fédéral si nécessaire. Elle marqua une pause. Nous lui offrons une porte. Dites-lui de la franchir. Silence. Jordan se tourna vers Ryland. Cela ne signifie pas que tu es coupable, juste que c'est politiquement intelligent. Tu dis quelque chose de neutre, tu gardes ton dossier propre, tu passes à autre chose. Ryland ne répondit pas. Ses mains étaient immobiles, mais sa mâchoire se contracta, juste une fois. La femme s'inclina légèrement vers lui. Ce n'est pas personnel. C'est juste ce que le public veut en ce moment. Toujours aucune réponse. La voix de Jordan se fit plus basse. Mason, ce n'est pas la guerre. C'est la survie.
Ryland leva enfin les yeux. Sa voix était calme, stable. « Alors peut-être que j'ai été formé pour le mauvais champ de bataille. » La femme soupira. Jordan ferma son dossier. Non. La décision avait été prise, mais la pression était restée dans la salle. Lorsque l'audience reprit, le prochain nom appelé fit stopper Ryland net. « Monsieur Alan Drake, veuillez prendre place à la barre. » La salle se mit en mouvement. Ryland tourna légèrement la tête, juste assez pour apercevoir l'homme qui marchait dans l'allée centrale. Des épaules larges, légèrement voûtées, une claudication à la jambe gauche, un visage plus vieux que les années ne devraient le rendre. Alan Drake, un nom d'une autre vie, un nom que Ryland n'avait pas prononcé depuis la poussière de Kandahar. Ils avaient servi ensemble, 200 jours, 7 combats, 2 sacs mortuaires. Ils avaient porté la guerre côte à côte, partenaires dans une équipe de combat, frères dans le sens le plus profond du mot. Il fut un temps où Alan aurait pris une balle pour Ryland, et Ryland. Il avait un jour traîné Alan hors d'un convoi en flammes, du sang coulant sur sa cuisse, la respiration haletante mais obstinée. « Ça va ? Toujours en vie ?» Alan avait grogné. « Je suppose que je vais boiter avec classe. » Ce jour-là semblait appartenir à un siècle révolu. Maintenant, Drake prit place à la barre. Le serment fut une formalité. Le silence qui suivit ne l'était pas. Il balaya la salle du regard, ses yeux effleurant les journalistes et les spectateurs, jusqu'à ce qu'il se pose sur un visage. Mason Ryland. La voix d'Alan était calme, mais basse. « J'ai servi avec le sergent Ryland, 3e bataillon à Kandahar. On n'a pas seulement partagé un uniforme, on a partagé des décisions que personne ne veut se rappeler. » Il marqua une pause, laissa les mots s'installer. « Je suis rentré avec une claudication, quelques médailles et un cerveau que je ne faisais plus confiance. L'armée m'a donné des pilules, les vétérans m'ont donné des listes d'attente, ma femme m'a donné des papiers de divorce. » Sa voix se serra, non pas de colère, mais de fatigue, celle qui vous colle à la peau bien après que les tirs se soient tus. Ryland, lui, il a été invité à parler lors d'événements, a reçu des poignées de main, des drapeaux encadrés. Moi, on m'a oublié. Une autre pause, cette fois plus longue. Il s'est tenu devant ce conseil scolaire et a dit « Si le drapeau vous offense plus que les ennemis étrangers, vous avez oublié sur quel sol vous vous tenez. » Il baissa les yeux un instant. « Vous savez ce qui m'offense ? Voir ce clip en boucle, entendre les gens le scander comme un slogan, voir des adolescents brûler des drapeaux dans mon ancien lycée parce qu'ils pensaient que c'était ça, le patriotisme. » Il se pencha légèrement vers le micro. La salle se pencha avec lui. Il ne sait pas ce que c'est que de se réveiller en suffoquant dans son propre salon. Il ne connaît pas le poids du silence dans une boîte de pilules. Il ne sait pas ce que c'est que de crier dans sa tête si fort qu'on n'entend même plus sa propre fille. La mâchoire de Ryland se serra, mais il ne parla pas. Il ne cligna même pas des yeux. Alan le regarda droit dans les yeux. « Toi, tu as été la voix. Moi, je suis devenu l'étiquette d'avertissement. » Sa voix se brisa légèrement. « Tu veux parler de Sol, Mason ? Moi, je me tiens sur celui qui oublie ses vétérans, celui qui recouvre les cercueils de drapeaux et appelle ça une clôture. » Un long silence suivit. Aucune éruption, aucun marteau. Juste une immobilité qui enveloppait la salle comme un brouillard. Les yeux du juge Rowe se posèrent sur Ryland, qui n'avait pas bougé, mais quelque chose en lui avait changé. Dans son esprit, Ryland revit un autre tribunal, un tribunal fait de sable, de sang et de chaleur. Il se souvint de la voix rauque mais calme d'Alan, alors qu'il s'était accroupi derrière un mur brisé lors d'un affrontement. « Ne meurs pas, mec. Pas prévu. Et maintenant, le voici, vivant mais vidé, témoignant non contre un inconnu, mais contre un frère, non par haine, mais par douleur. » Ryland baissa les yeux, pas dans la honte, pas dans la défaite, mais dans quelque chose de bien plus complexe, quelque chose que seule la guerre pouvait façonner. Une perte qui ne venait pas des balles, mais de la croyance laissée sans réponse pendant trop longtemps.
Ceux qui retournent contre ce qu'ils ont autrefois cru ne sont pas toujours des traîtres. Parfois ce sont juste ceux qui ont porté trop de fardeau pendant trop longtemps et qui se sont brisés quelque part où personne ne pouvait voir. La chambre d'hôtel était silencieuse, trop silencieuse pour quelqu'un qui était habitué à dormir au son des balles, des tempêtes de sable ou du bourdonnement sourd d'un frère d'armes respirant à ses côtés. Mason Ryland était assis au bord du lit, entièrement habillé, immobile, une botte encore défaite. Ses mains reposaient sur ses genoux, les doigts tressaillant légèrement, comme s'il ne savait plus à quoi se raccrocher. Il était presque minuit. L'audience reprendrait le matin. La déclaration publique, la décision finale, la frénésie médiatique, tout allait s'abattre sur lui avant midi. Et dans la poche de sa veste, il y avait une enveloppe repliée, marquée des plis répétés, d'avoir été ouverte et repliée trop souvent. Les coins étaient usés par la guerre et le temps, l'encre s'était estompée, mais n'avait jamais été oubliée. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir, il avait mémorisé chaque ligne, mais ce soir, il le fit quand même. Ses doigts tremblèrent légèrement en la dépliant, le papier émettant un léger bruit dans le silence, comme des feuilles mortes portées par le vent d'automne. « Hé, Sarge, si tu lis ça, je suppose que quelque chose a mal tourné. Je n'ai pas peur, je voulais juste ne pas partir sans dire quelque chose de réel. » C'était de Corporal Henry Langston, 19 ans, à peine un homme, intelligent, trop gentil pour la guerre, ce genre de gamin qui envoyait encore des cartes d'anniversaire à sa mère, même depuis une base avancée. Ryland se souvenait de la façon dont Langston parlait d'ouvrir un bar à la maison. Il disait qu'il l'appellerait « The Mess Hall » et que chaque bière serait nommée d'après une blague intérieure que seuls les vétérans comprendraient. Il était mort 2 mois avant la rotation, juste là, dans les bras de Ryland. Ryland se leva et s'approcha du miroir. Il ne se regarda pas encore, se contenta de rester là, la lettre toujours en main. « Dis-leur que j'ai aimé ce pays, même s'il ne m'a pas aimé en retour. » Cette phrase frappait toujours le plus fort, à chaque fois. Ce n'était pas dramatique, ni poétique, c'était brut, honnête. Langston ne l'avait pas dit par amertume, il l'avait dit par loyauté, une loyauté qui ne change pas quand elle n'est pas retournée. Ryland se regarda enfin dans le miroir, et il vit quelqu'un qu'il ne reconnaissait à peine. Il avait encore le corps d'un soldat, la posture, les yeux qui ne clignaient jamais tout à fait, mais quelque chose dans son visage semblait plus vieux que ses années, comme un homme étiré trop longtemps sur trop de fronts. Il se rasseya. La lettre reposa maintenant sur le bureau à côté de lui. Il laissa le silence envahir la pièce. Son avocat lui avait proposé de rédiger l'excuse pour lui. « Tu n'as pas besoin de le penser », avait-il dit. « Il suffit de le dire. » Le gouvernement avait clairement indiqué sa position. « Excuse-toi, ou tu perds tout ce que tu as gagné. » Et le public, eux, ils n'écoutaient maté pas. Ils réagissaient, scrollaient, choisissaient à leur camp, criaient dans leur timeline. Personne ne voulait l'histoire complète, juste une citation qui s'adapte à leur récit. Ryland se pencha en avant, les coudes sur le bureau, la tête dans les mains. Il n'était pas en colère, il était fatigué. Fatigué d'expliquer, fatigué de se battre dans des batailles qui ne rapportaient pas de médailles, fatigué d'essayer de tenir la ligne quand la ligne ne cessait de bouger. Il murmura, non à quelqu'un, mais à la lettre. Tu es mort dans un endroit que la plupart des gens ne savent même pas prononcer, pour un pays qui se demande encore si tu avais de l'importance. La pièce ne répondit pas, juste le bourdonnement du mini-réfrigérateur et le faible sifflement du chauffage. Il ferma les yeux et, pendant un instant, il pensa à céder, à lire la déclaration qu'ils avaient préparée pour lui, à survivre discrètement, à disparaître. Mais ensuite, il se souvint du visage de Langston, pas quand il était mort, mais avant, dans la tente de campagne, riant dans le champ, aidant un gamin local à réparer un vélo en patrouille, fredonnant des chansons qui n'avaient pas leur place dans une zone de guerre. Langston croyait, pas dans la politique, ni dans l'image, mais dans les gens, dans l'idée que le service était une promesse.
pas une performance. Ryland rouvrit les yeux, plus lentement cette fois. Il regarda la lettre, les mots « Dis-leur que j'ai aimé ce pays ». Il se leva. Il enfila sa veste. Le nœud dans son ventre n'avait pas disparu. La peur était toujours là, silencieuse mais bien réelle. Mais quelque chose d'autre était là maintenant, à ses côtés. La résolution. Il plia soigneusement la lettre, la glissa de nouveau dans la poche de sa veste, au même endroit où Langston avait porté son drapeau. Pas pour le symbolisme, pas pour l'attention, mais parce que certaines choses doivent rester proches de ton cœur, sinon elles perdent tout leur sens. Il se dirigea vers la fenêtre. La ville en bas était toujours vivante. Voitures, lumière, livraison tardive. Le monde ne s'était pas arrêté. Il ne le faisait jamais. Mais Ryland eut juste assez de temps pour se rappeler pourquoi il ne pouvait pas s'éloigner. Certaines histoires ne s'écrivent pas à l'encre, elles s'écrivent à travers le sang. Et si je me tais, qui va les raconter ? La salle d'audience se calma lentement. Tous les regards se tournèrent vers Mason Ryland. Il se leva, délibéré, calme, mesuré. Son costume n'était pas parfait, sa cravate légèrement de travers, mais la manière dont il se tenait, les épaules carrées, le regard inébranlable, cela ressemblait à un homme qui marchait dans une fusillade, non pas pour gagner, mais pour dire qu'il ne craignait pas les balles. Le juge Serenaro ajusta ses lunettes. « Monsieur Ryland, commença-t-elle, avant que nous procédions aux dernières plaidoiries, vous avez la possibilité de faire une déclaration d'excuses auprès du conseil scolaire, des familles affectées par l'incident à l'école et de la communauté au sens large. » Sa voix était posée, formelle, mais il y avait quelque chose sous-jacent, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer et n'en avait pas envie. Ryland s'avança, les mains posées tranquillement. Il ne toucha pas le micro, il n'en avait pas besoin. « Je comprends l'offre qui m'est faite, » dit-il. Une chance de clore cette histoire discrètement, de sauver la face, d'éviter une escalade. Il leva les yeux sur la salle d'audience, vers la presse, les parents, la rangée de vétérans assis derrière la table de défense, certains le regardant avec un espoir silencieux, d'autres avec un doute mesuré. « Mais je ne suis pas venu ici pour éviter l'escalade. Je suis venu voir à quel point nous sommes tombés. » Des halètements étouffés, des stylos s'arrêtèrent. Une reporter laissa tomber son stylet. Le juge Rowe se pencha légèrement en avant. « Monsieur Ryland, vous êtes sous serment. Vous comprenez l'autorité de cette cour ?» Il hocha la tête, une fois. « Oui, votre honneur, et je respecte cette cour. » Sa voix ne monta pas. En fait, elle s'alourdit, plus lente, plus grave. « Mais vous me demandez de m'excuser pour une phrase tirée d'un discours que personne n'a pris la peine de terminer. Vous me demandez de dire que des mots honorant les défunts sont dangereux. » Il se tourna vers la galerie. « Vous n'êtes pas en colère parce que j'ai été irrespectueux. Vous êtes en colère parce que je vous ai rappelé ce que le respect te coûte. » Des murmures parcoururent la salle. Le juge Rowe frappa son marteau. « Ce n'est pas une tribune, sergent, c'est un tribunal. » Ryland ne broncha pas. « Que le procès-verbal en fasse état, je ne présenterai pas d'excuses. » Elle le fixa. La salle retint son souffle. « Vous refusez une directive légale ? » « Je refuse de réécrire mes convictions pour convenir à la confortabilité du public. » La voix du juge se fit plus tranchante. « Vous comprenez les conséquences ? Nous pouvons vous accuser de mépris. » Il hocha la tête de nouveau, plus lentement cette fois. « Vous pouvez m'accuser de mépris, mais ne me demandez pas de trahir les morts. » Le silence tomba. Un vrai silence. Pas respectueux, pas tendu, juste stupéfait. Parce que personne dans cette salle, ni le juge, ni les avocats, ni les caméras, ne s'attendait à ce que la défiance sonne aussi silencieuse, aussi définitive. Le juge Rowe le fixa encore un moment, puis se recula dans son fauteuil. Ses doigts agrippèrent le marteau, mais elle ne le leva pas. Ryland se tourna à nouveau vers la barre. Son ton se radoucit, mais le poids ne fit que s'alourdir.
J'ai vu des amis saigner pour ce pays. J'ai tenu les mains d'hommes qui savaient qu'ils ne verraient pas le lever du soleil, et aucun d'eux ne m'a demandé pour qui j'avais voté. Aucun d'eux ne s'en souciait de la couleur de ma peau. Aucun d'eux ne m'a demandé quel slogan était à la mode cette semaine. Il s'arrêta un instant. Ses yeux balayèrent l'arrière de la salle, comme s'il voyait au-delà des murs et des panneaux de bois. J'ai tenu un drapeau lorsqu'il était plein de trous, et je serai damné si je m'excuse d'avoir demandé à ce pays de se souvenir de qui l'a réparé. Une femme dans la rangée arrière, une mère d'un soldat tombé, porta sa main à sa bouche. Le juge baissa les yeux sur ses notes, puis les releva pour le fixer. Cette cour ne s'intéresse pas à la philosophie personnelle. Ryland s'avança légèrement, toujours derrière la ligne, toujours dans le respect du protocole, mais la salle changea avec lui. Ce n'est pas de la philosophie personnelle, c'est la différence entre la performance et le principe. Vous ne me demandez pas seulement de dire que j'avais tort, vous me demandez de reconnaître que rendre hommage au sacrifice est maintenant, d'une manière ou d'une autre, offensant, et je ne le ferai pas. Le juge leva son marteau, mais s'arrêta à mi-chemin. Ses doigts agrippaient fermement le marteau, sa mâchoire serrée, mais elle ne frappa toujours pas, car il n'y avait plus d'ordre à rétablir, juste une réconciliation suspendue dans l'air. Ryland exhala, pas de soulagement, pas de victoire, juste une libération. Il avait dit ce qui devait être dit, et peu importe ce qui se passerait ensuite, cela ne changerait rien. Il y a des procès où un homme est jugé, mais parfois, une salle d'audience rend un verdict sur toute une génération qui a oublié comment dire « merci ». La salle portait encore le poids du refus de Ryland. Le juge Rowe n'avait pas frappé son marteau. L'air semblait suspendu. Un huissier s'approcha, chuchotant quelque chose au greffier. Le juge haussa un sourcil. « Il y a une dernière demande de témoin, votre honneur, du public. » Il n'était pas sur la liste originale. Rowe fronça les sourcils. « Un témoin surprise, un mineur. Il est ici avec son tuteur. Il dit qu'il était présent à la réunion du conseil scolaire. » Le juge regarda autour de la salle, plissant les yeux au-delà des têtes et des ombres. Une petite voix se fit entendre. « C'était moi. » Il se leva lentement, une silhouette frêle, les mains nerveuses. Un enfant, en chemise bleue, pantalon kaki et baskets usées, 14 ans peut-être, mais lorsqu'il fit un pas en avant, il y avait quelque chose dans sa démarche, ni trop rapide ni trop effrayé, qui fit pencher toute la salle vers lui. « Non, Zrenia, demanda le greffier. « Marcus Langston. » Ryland tourna légèrement la tête. Langston. Cela frappa comme un nom qu'on n'avait pas prononcé à voix haute depuis des années, un nom que l'on portait avec révérence. C'était le fils du caporal Langston, le même Langston qui était mort dans les bras de Ryland, celui qui plaisantait sur le fait d'élever un fils plus intelligent que deux réunis. Et maintenant, ce garçon se tenait au centre d'un tribunal, face à des adultes qui avaient pas se parler au-dessus de la mémoire de son père pendant des jours. Il prit place à la barre. De petites mains, les jambes à peine assez longues pour toucher le sol, ajusta le micro, s'éclaircit la gorge, puis regarda droit dans les yeux du juge. « Je suis allé à la réunion du conseil scolaire avec mon père. Il m'a emmené parce qu'il disait que j'avais besoin d'entendre les gens parler du pays pour lequel il se battait. Je suis resté derrière le sergent Ryland. Je m'en souviens parce qu'il m'a donné un bonbon à la menthe avant que ça commence, et il a dit « Pas de sommeil pendant la démocratie, d'accord ?» La salle rit légèrement. La tension se dissipa, mais seulement pour un instant. Il n'a pas crié, il n'a pas pointé du doigt. Il a dit qu'on ne devait pas oublier les soldats. C'est tout ce qu'il a dit au conseil. Que changer le serment était acceptable, mais oublier le sacrifice ne l'était pas. Il baissa les yeux un instant, puis releva la tête. Mais quand j'ai vu la vidéo plus tard en ligne, c'était différent. Ce n'était pas ce que j'avais entendu. Ça sonnait méchant, mais il n'était pas méchant. La vidéo a coupé la partie où il a dit « On honore la liberté en honorant ceux qui nous l'ont donnée. » La salle se tut de nouveau. Le juge Rowe se pencha en avant. « Marcus, pourquoi veux-tu témoigner aujourd'hui »
L'enfant hésita, avala sa salive, puis d'une voix plus stable que quiconque ne l'avait imaginé, il dit « Parce que les adultes continuent à se disputer à propos d'eux. » Ce qu'il a dit, mais j'y étais, j'ai tout entendu. Il se tourna légèrement vers la rangée de journalistes. « Vous avez tous écrit des articles sur ce qu'il a dit, mais aucun d'entre vous ne m'a demandé ce que j'avais entendu. » Il se tourna ensuite vers Ryland. « Il a dit qu'on devait se souvenir des gens comme mon père, mais les gens ont coupé cette partie, et ensuite ils l'ont blâmé pour des choses qu'il n'a pas dites. Je suis venu aujourd'hui parce que je me souviens. » Ryland cligna des yeux, la première émotion visible qu'il avait montrée depuis le début du procès. Sa mâchoire se serra, puis se détendit à nouveau. Une main se referma lentement sur l'accoudoir, pas dans la colère, mais dans l'émerveillement. Le juge Rose s'assit en arrière dans sa chaise, ses doigts, habituellement posés et fermes, reposaient doucement sur le bureau, non pas tendus, juste immobiles. Personne ne parla, car que dire lorsqu'un garçon de 14 ans délivre plus de vérité qu'une salle d'audience remplie d'adultes? Marcus baissa les yeux sur ses genoux, joua avec sa manche, puis ajouta, à peine au-dessus d'un murmure, « Mon père me manque, mais je pense qu'il serait fier que j'ai dit la vérité. » Un reporter dans la 3e rangée baissa son stylo et le posa silencieusement. Quelqu'un dans la section des vétérans laissa échapper un souffle tremblant. Un autre essuya une larme du dos de sa main. Et Ryland? Il posa une main sur sa poche de poitrine, juste au-dessus de la lettre. Le juge était encore en train de traiter ce que Marcus Langston venait de dire. Le garçon était retourné s'asseoir à côté de son tuteur, la tête légèrement baissée, mais ses paroles résonnaient encore, non pas dans le volume, mais dans le poids qu'elles portaient. La salle était plus silencieuse maintenant, non pas par tension, mais par quelque chose de plus proche du respect. Puis les grandes portes à l'arrière de la salle de tribunal s'ouvrirent, sans bruit, sans grincement, juste ouvertes. Et un homme entra. Il était grand, bien droit, avec des tempes grisonnantes, portant un uniforme militaire complet, les rangées de médailles qui ornaient sa poitrine, des chaussures noires polies, une casquette sous le bras. Il ne dit pas un mot, mais dès qu'il entra, la moitié des vétérans dans la galerie se redressèrent, d'un mouvement instinctif, sans même y penser. C'était le major général Callum Price. Ryland se tourna au son de son entrée et se figea. C'était lui, Callum Price, son ancien commandant, un homme qui avait dirigé des milliers d'hommes en bataille et qui avait marché à leur côté plutôt que de se tenir au-dessus d'eux. Il ne s'était maintenant pas parlé depuis des années. Personne ne l'avait appelé, personne ne s'y attendait. Et pourtant, il était là, marchant dans l'allée, calme et sûr de lui. Il ne s'approcha pas du banc des accusés, il ne s'assit pas dans la galerie. Au lieu de cela, il s'arrêta en plein centre de la salle, entre le juge et l'accusé. Il se tourna vers Ryland et lui salua, net et précis. Ce n'était pas une performance, juste un geste de reconnaissance d'un soldat à un autre. La salle se figea à nouveau. Les yeux de Ryland rencontrèrent les siens. Aucun mot n'échangea, aucun n'était nécessaire, car en cet instant, chaque personne présente dans cette salle comprenait exactement ce qui était dit, sans un seul son. Le salut n'était ni pour la politique, ni pour la défiance, ni même pour la foule. Il était pour la conviction, pour se tenir debout lorsqu'il aurait été plus facile de rester assis, pour parler lorsqu'il aurait été plus sûr de se taire. Puis ça arriva. Un des vétérans au fond de la salle se leva, puis un autre, puis un troisième, plus âgé, marchant avec une canne. Un par un, ils se levèrent, sans commandement, sans échange de regards, juste une compréhension partagée qui se propagea comme une flamme silencieuse. Un professeur près du jury se leva, une mère en robe à fleurs, même un reporter, celui qui avait passé la semaine à écrire des histoires incomplètes, posa sa tablette et se leva lentement. Ils ne se levèrent pas pour le drame, ils se levèrent parce que la vérité avait été dite, et certaines vérités ne vous laissent pas assis. Les yeux du juge Rose balayèrent la salle. Elle ne leva pas son marteau,
ne fit pas d'interruption. Elle se contenta de regarder ce qui se passait, de regarder ce changement. Elle ne pouvait pas commander cela. Il observa une salle qui n'était plus la sienne, mais la sienne. Ryland se redressa maintenant. Il ne souriait pas, ne se vantait pas. Il hocha simplement la tête une fois en direction de l'homme qui lui avait salué, et le général Price lui rendit le salut avant de s'asseoir dans la galerie, sans un mot, sans fanfare, car le message était déjà passé. Le juge Rose était resté immobile un long moment. La salle restait debout, non pas en signe de protestation, ni en hommage, mais pour quelque chose de totalement différent. La conviction, la mémoire, le jugement. Puis, lentement, elle ajusta le microphone devant elle. Elle baissa les yeux sur ses notes, bien que tout le monde savait qu'elle n'en avait plus besoin. Quand elle prit la parole, sa voix était calme, fatiguée mais stable. À la lumière des témoignages d'aujourd'hui et de l'impact qu'ils ont eu sur les débats, ce tribunal annulera l'ordre formel de présentation d'excuses qui avait été précédemment imposé à l'accusé. Un murmure de stupéfaction traversa la salle, mais Ryland ne bougea pas. Le juge continua. Que l'on enregistre que cette décision ne constitue pas un accord avec les propos originaux de M. Ryland. Le tribunal estime que le contenu de ces déclarations était provocateur et potentiellement diviseur. Cependant, nous reconnaissons que la liberté d'expression, même lorsqu'elle est inconfortable, n'est pas optionnelle, elle est constitutionnelle. Elle fit une pause, et ses yeux se posèrent brièvement sur Ryland. Cette décision n'est pas un soutien au ton employé, mais bien une protection du principe. Ryland hocha une seule fois la tête. Aucun sourire, aucun geste de victoire, juste un signe d'acquiescement. Parce que ce n'était pas une victoire, c'était un rappel. Le juge ramassa ses papiers. Le marteau tapota une fois. L'audience est levée. C'était tout. Pas de moment tonitruant, pas de sortie dramatique, juste une clôture et des conséquences. Les journalistes se précipitèrent, se pressant contre les portes, alors que Ryland se dirigeait vers la sortie. Les caméras crépitaient, les flashs éclatèrent, les micros s'étendaient comme un mur de bruit, cherchant à briser le silence. « Monsieur Ryland, regrettez-vous ce que vous avez dit? Le feriez-vous à nouveau? Que diriez-vous aux étudiants impliqués dans l'incident? Avez-vous peur des représailles ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il atteignit le seuil, s'arrêta, se tourna, regarda directement les caméras et parla, clairement, d'une voix calme. « Je préfère être mis sur liste noire pour aimer mon pays que d'être célébré pour faire semblant de ne pas l'aimer. » C'était la citation, celle qui dominerait tous les gros titres avant la fin de la journée. Celle qui serait partagée, débattue, défendue et déconstruite. Mais plus important encore, c'était celle que personne ne pourrait éditer pour en changer le sens. Devant le tribunal, un vent léger soufflait à travers la foule. Les pancartes de protestation bruissaient. Quelqu'un baissa un drapeau à mi-mât, pas à cause du jugement, mais parce que quelque chose dans l'air avait changé. Pas résolu, mais reconnu. Ryland sortit dans la lumière, et le monde, pendant une seconde, fit une pause. Pas par révérence, mais par compréhension. Marcus Langston se tenait près des marches du tribunal, observant. Sa petite main se leva sur son cœur, non pas parce que quelqu'un lui avait dit de le faire, ni parce qu'une chanson passait, mais parce qu'il se souvenait de ce que son père avait dit. Et aujourd'hui, il avait vu ses paroles se poursuivre. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas d'hymne, pas de victoire rugissante. Juste le bruit régulier d'un drapeau flottant au-dessus de lui et la main d'un garçon sur son cœur. Ryland leva les yeux vers le drapeau, puis baissa les yeux vers les marches sous ses pieds. Les portes du tribunal derrière lui étaient déjà en train de se fermer, mais ce n'était pas une fin. C'était une ligne tracée dans la pierre silencieuse, non pas entre le bien et le mal, mais entre oublier et se souvenir. On peut être condamné pour aimer son pays trop bruyamment, mais si nous commençons à punir la loyauté, qui restera-t-il pour aimer quoi que ce soit? Si cette histoire vous a touché, même un peu,
prenez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui croit encore que la vérité mérite d'avoir une voix. Parce que ce n'était pas simplement une histoire de tribunal, c'était un rappel que le courage n'est pas toujours bruyant, que le patriotisme n'est pas une performance, et que le silence peut parfois coûter plus cher que de prendre la parole. Chez Mr. Max Stories, nous vous racontons des histoires qui ne se contentent pas de divertir, mais qui vous invitent à ressentir, à réfléchir et à vous souvenir de ce qui compte. Votre soutien compte énormément pour nous. Chaque like, chaque commentaire et chaque abonné aide notre petite équipe à continuer de raconter des histoires qui creusent un peu plus profondément et vont un peu plus loin. Alors, si vous croyez que le monde a besoin de plus de vérité, de cœur et d'histoires pour ce qui compte, appuyez sur le bouton « S'abonner » et restez avec nous, car ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous les honorons.